Aucune personne ne sera laissée sans service, fait valoir M. Pomerleau. Des protocoles ont été établis avec les services ambulanciers de la région, soutient-il, avec les hôpitaux de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. Or, les urgences de ces deux établissements hospitaliers figurent souvent parmi les plus achalandés de la province. 514-329-77-77. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 16h33 avec nous en ligne, Maître Paul Brunet, qui est président-directeur général du Conseil pour la protection des malades. Bon après-midi, Maître Brunet. Bonjour à vous. Ça va bien, Maître? Ben oui, ça fait longtemps que j'ai eu de vos nouvelles. Oui, ça fait un petit bout là, docteur. Ça veut dire qu'on est encore en santé, on n'est pas malade. Voilà. Docteur, vous vraiment, Maître Brunet, depuis le temps que vous traitez de ces patients-là, vous devenez certainement depuis docteur. Alors, Maître Brunet, je regarde la situation pour dire les urgences qui débordent à urgence hôpital pour enfants, mais des urgences en général dans toute la province. Ça veut dire notre système de santé ne s'est pas amélioré depuis le temps qu'on parle de ce problème de débordement des urgences. Écoutez, c'est sûr que la situation est extraordinairement difficile. Moi, personnellement, j'ai jamais vu autant de monde qui attend partout sur les listes pour être opéré, pour entrer en CHSLD, qui attend pour voir un médecin ou un professionnel de la santé. Alors, la situation est vraiment difficile. C'est sûr que la COVID et la pénurie de personnel ont exacerbé la situation, mais entre nous, ça fait au moins 25 ans que je suis porte-parole et que je commente les crises dans les urgences, dans le temps des fêtes, l'été. Alors, c'était aussi une sérieuse préoccupation dans le temps, et ça l'est encore. Et le problème, c'est simple, c'est l'accès à un professionnel, à une professionnelle clinique qui fait encore problème après toutes ces années. Et récemment, à un hôpital Marie-Laberge, pour ne pas le nommer, 2 patients en une semaine décèdent sans avoir eu l'occasion de rencontrer un docteur. C'est grave ça. Quand je regarde cette situation, je me dis, on devient littéralement, si ça continue, ben on devient une république de bananes. Oui, vous avez raison. Et comment se fait-il que des personnes âgées, dont on sait à cause de la littérature sur le sujet, que si elles sont accablées par des maladies chroniques, qu'après un certain temps, on doit retourner voir si le triage, le code 3 qu'on leur a attribué est toujours opportun, parce qu'une personne âgée va voir son état de santé s'aggraver à mesure qu'elle va attendre. Alors, est-ce qu'on a fait ça? La première question. Hein? Parce qu'il y en a une qui est morte 12 heures après avoir attendu à l'urgence, ce qui est totalement inhumain et inacceptable, surtout si on n'a pas revu son triage pour peut-être la faire passer devant d'autres qui étaient peut-être dans une situation moins grave. Cela dit, il y a 2 gros problèmes, puis je pense qu'avec le temps, tout ce qu'on a dit et lu sur le sujet, et même avec l'invitation que le ministre nous a faite déjà, il nous a déjà dit qu'il y a 50% des patients ambulatoires qui se présentent à l'urgence qui pourraient être soignés ailleurs. Alors, pourquoi il y a encore énormément de gens qui pourraient être soignés ailleurs et qui se présentent à l'urgence?
Bon, alors, est-ce qu'il y a assez d'informations? Est-ce que les gens voient le 911, le 811, pardon, et le GAP, le guichet d'accès, est-ce que ça fonctionne? Parce que les plaintes qu'on reçoit, c'est que ça ne fonctionne pas ou ça prend énormément de temps. Alors ça, c'est le premier bloc de patients dont on pourrait dire qu'ils peuvent et sont soignés ailleurs, à condition qu'ils aient cette alternative. Mm. Bon, ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées constituent 25 des patients qui se présentent à l'urgence. Souvent, des personnes âgées qu'on n'a pas visitées chez eux, dont on ne s'est pas occupé de maintenir l'état de santé ou la stabilité de leur état de santé, et là, qui se ramassent avec un 911 parce que leur situation est devenue critique. Oui, mais si on les avait vus chez eux, comme ça se fait notamment au CLSC de Verdun, si on avait suivi ces gens-là chez eux, comme c'est la solution qu'on devrait adopter, bien, on sauverait 25 en plus de lits et de gens qui se présentent à l'urgence, et certainement qu'on aurait pu éviter les décès dont on parle maintenant. Maître Brunet, il y a un si que vous n'avez pas ajouté. Si ces personnes-là avaient les moyens d'appeler une clinique privée la veille, certainement que ces personnes-là auraient vu un médecin. Probablement que ces deux personnes-là continueraient à vivre. C'est que nous devenons de plus en plus un système à double vitesse. Oui. Oui, parce que combien de fois as-tu entendu parler de gens qui avaient les moyens de le faire, dire, ben là, moi, je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Je suis allé à une clinique privée, j'ai payé 200$. Mais la majorité d'entre nous n'avons pas ces moyens-là. Mais, écoutez, une des solutions est assez claire, pas qu'elle est simple, mais elle est au moins claire, c'est de soigner les gens âgés chez eux, éviter qu'on ait à composer. J'entendais un médecin dire, oui, mais ces gens-là sont très malades, là, ces personnes âgées-là, là. Oui, mais elles sont très malades, mais si on les avait vues avant, comme ça se fait à Verdun, selon les chiffres de Verdun, c'est 50% de moins d'hospitalisation chez les gens âgés malades qu'on suit à la maison. 50% de moins, ça veut dire que ce sont des dizaines de lits moins ou pas occupés par des personnes âgées et qu'on peut offrir à des gens qui arrivent pour une urgence grave. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? Il y a deux réponses, en tout cas à ce jour. Un, le syndicat des médecins omnipraticiens ne veut rien savoir d'envoyer ses médecins à la maison. Et deux, apparemment que si vous allez à la maison, vous êtes beaucoup moins rémunéré que si vous restez à l'urgence. Ah. Mais pourtant, historiquement, les médecins de famille se rendaient dans les familles, ne faisaient pas de l'urgence. Mm. Alors ça, c'est un travail en amont. C'est une habitude qu'on avait en amont, à moins avant qu'on commence à hospitalo-centraliser tous les soins. On envoie tout le monde à l'hôpital. Ah ouais, let's go. Ah ouais, à l'hôpital. Alors, ben, on tire dans notre canot, comme dirait l'autre. Mais encore, Paul Brunet, le problème, c'est que j'ai l'impression, parce que vous venez de donner l'exemple de l'hôpital de Verdun. Oui. On pourrait se référer aussi à l'hôpital juif de Montréal qui fait une expérimentation. Mais on a l'impression que ça se fait, je ne dirais pas au petit bonheur, mais ça dépend des institutions. Et puis, il n'y a pas une règle qui est suivie par l'ensemble des hôpitaux pour améliorer la situation de santé de la population. Vous avez un bon point. Le ministre a dit lui-même, puis je l'ai entendu par d'autres, que la cellule de crise là, qui a terminé ses travaux, puis là qu'on va faire revivre, on fait des recommandations qui n'ont pas été suivies dans certains hôpitaux. Alors ça, c'est sûr qu'il y a certaines personnes avec des gros salaires qui pensent que c'est à eux autres l'hôpital, ou c'est à eux autres le CIS ou le CIUS, puis ils vont faire ce qu'ils décident de faire. C'est pas le ministre qui va venir leur dire. Alors, ça, c'est un peu triste, mais ça fait que, comme au Châle, comme à Châteauguay, le ministre a dit lui-même que cette urgence-là n'avait pas suivi les recommandations de la cellule de crise.
Et à ce moment-là, on se demande, est-ce que c'est ce à quoi on assiste, en tout cas la demande qui est faite par le gouvernement de vouloir avoir ou de rapatrier tous les pouvoirs et beaucoup de pouvoirs dans les négociations qu'on est en train de suivre en direct, là. Oui. Est-ce que c'est ça? Et est-ce que moi je ferais confiance avec autant de pouvoir centralisé entre les mains d'administrateurs politico-administrateurs? Je ne sais pas là, moi. Oui. Ben, en fait, la nouvelle structure qui entrerait en vigueur sous peu, là, on entend toutes sortes de rumeurs sur le fait que le ministre va absolument terminer ça cette année, c'est que l'opération du réseau de la santé sera confiée à une entreprise de l'État, Corporation de la Couronne, comme on dit, et laquelle corporation délèguerait certains pouvoirs plus localement, plus régionalement dans les établissements territoriaux et auprès de cadres dont on s'assurerait d'au moins un cadre pour chaque installation. Alors, si c'est ça qui se passe, je peux comprendre jusqu'à un certain point, on n'a pas décentralisé comme on l'aurait souhaité. Je donne l'exemple parce qu'il y a une différence. Vous pouvez déconcentrer l'autorité ou la décentraliser. La décentraliser, là, vous dites, moi, là, voici mes valeurs et mes objectifs stratégiques. Tu vas préparer un plan d'action qui va suivre ça et tu vas être évalué éventuellement là-dessus. Ça, c'est décentralisé avec une imputabilité éventuelle. Là, ce qu'on fait, et le CUSUM est le pire exemple, j'ai vu récemment, là, le conseil d'administration a adopté un plan pour contrer la maltraitance, comme la loi le prévoit. Alors là, ils ont passé des semaines, des mois avec des experts pour faire leur plan pour contrer la maltraitance. Une fois qu'ils l'ont adopté, vous ne croirez pas ça, il faut qu'ils l'envoient au ministère de la Santé pour que le ministère l'examine et l'autorise. Oh lolo. Bon, alors on a déconcentré l'autorité, mais on ne l'a pas délégué, on ne l'a pas décentralisé. Oh. Et ça, là, j'avais dans la loi sur la santé actuelle là, des dizaines et des dizaines d'exemples, les plus frappants, mais je n'ai pas examiné la nouvelle loi, le nouveau projet de loi là-dessus. Mais présentement, là, c'est le type d'affaires. Imaginez-vous le nombre de personnes, le nombre de gens qui coûtent très cher avec de grandes instructions, qui se tournent en rond pour établir un document puis le faire approuver par d'autres qui vont tourner en rond pour l'autoriser eux-mêmes. Ça, c'est des dizaines, peut-être des centaines de situations qu'on retrouve. Il ne faut pas se demander pourquoi il y a autant de monde qui travaille au ministère de la Santé. Vous avez une partie de la réponse. Et c'est exactement parce que dans l'institution privée, on agit vraiment le temps de le dire, et puis les décisions sont beaucoup plus fluides, et puis voilà, les décisions sont prises rapidement. Oui, mais je sens dans votre voix, et je commence à vous connaître, que vous n'êtes pas contre le privé nécessairement, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas. Je sais, je regarde, Maître Bounet, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière lorsque on regardait notre système avec des yeux d'envie, et puis c'est pas Jojo ce qui se passe là-bas. Pour un système de santé qui est justement englué avec le privé, etc. Mais je constate ici, j'ai une amie qui une famille qui commence à fréquenter les cliniques privées et qui trouve ça va tellement plus rapidement pour... Et ça dérange parce que j'ai l'impression qu'on nous amène tranquillement, comme pour les guichets automatiques qu'on voulait nous amener à suivre. Là. On nous amène vers ce système-là, comme ça. Écoutez, l'État, le réseau public québécois est dans une situation de quasi-monopole. Alors, c'est pas surprenant parce que même dans le privé, quand il y a un monopole, on finit par se traîner les pieds puis d'avoir trop de monde, puis finalement, on va couper. À court terme, le privé fait une grosse job rapide. Le problème, c'est qu'à plus long terme, ce n'est plus l'embourbement ou la bureaucratisation du privé qui crée des problèmes, c'est la recherche du retour d'investissement rapide. Ouais. Alors là, on se met à couper dans les services pour remettre les profits aux actionnaires, de sorte que les services finissent par devenir aussi peu efficients que ça l'est dans le public, en tout cas à moyen terme,
pour avoir vu certains autres réseaux de santé à travers le monde qui ont été plus privés. On a aussi. Alors, ça prend un peu des deux probablement, mais surtout, ça prend une efficacité. Et le projet de loi 15 parle, c'est son titre, pour rendre le réseau plus efficace. Est-ce qu'il va être plus efficace? Sinon, vous et moi, on continuera d'ici 2 ans, 3 ans à commenter et à se parler du réseau de la santé qui n'ira pas mieux. J'espère que ce ne sera pas le cas, bien que ça me fera plaisir de vous parler avec vous. Oui, mais de voir surtout les propositions, parce que le ministre ne s'en cache pas, on veut pas du privé, mais on utilise quand même le privé et c'est l'argent du public qui va au privé et nous avons toutes les installations et nous sommes dans le public plus gros et plus fort et mieux pourvu, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi se fait-il qu'on ne peut pas faire ce que le privé fait très bien? Il y a un problème. Bien, voici, Bell Canada était une entreprise privée qui avait le monopole il y a 40-50 ans et qui a dû couper beaucoup quand il s'est mis à avoir de la concurrence avec les défauts qu'il avait lui-même. Alors, tu sais, il y a des risques partout. Ça prend des hommes, des femmes qui sont dévoués, dédiés, mais surtout qui sont imputables. Si personne n'est imputable, comme dans le réseau actuel de la santé, soit-il public ou privé, ça va déraper, puis on va encore payer très cher pour des services qui ne seront pas nécessairement plus efficaces. Moi, je suis plus un fervent de l'imputabilité. Où que ce soit, quel que soit le réseau public ou privé, il faut que les gens sachent que ce qu'ils font ou font mal ou ne font pas rapidement, ils devront en répondre. Dernière question, Maître Brunet. Dans ces négociations, vous avez une boule de cristal, mais vous avez surtout votre expérience dans ces négociations-là. Est-ce qu'on devrait, parce que on dirait que le Premier ministre ne sent pas ou sent peut-être la soupe un petit peu chaude du côté de la population et a le vent dans le dos et on dirait qu'il veut vraiment négocier. Est-ce qu'on devrait aller jusqu'aux fêtes et même après les fêtes avec cette crise? Moi, je pense qu'on devrait asseoir le Conseil pour la protection des malades dans la salle de négociation pour créer une pression sympathique sur les partis et qu'on voit qui négocie sérieusement. Négocier, ça veut dire faire des sacrifices des deux côtés. Et si on ne fait pas ça, ben c'est sûr qu'on n'aboutira pas à rien. Et on va arriver à une loi spéciale. Est-ce qu'on va avoir des gens plus heureux ou si on ne verra pas plus de monde quitter le réseau public? C'est peut-être ça, au fond, le but, je ne sais pas. Ouais. Faut pas prêter d'intention. Mais on verra. On verra. On verra. Maître Paul Brunet, qui est PDG du Conseil pour la protection des malades. Je vous remercie, Monsieur Brunet, d'avoir pris du temps de nous parler encore une fois cet après-midi. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.